des coups précis du sabre d'un samouraï à la profonde introspection d'un empereur stoïque, de la quête de la virilité brute à l'ère moderne à la sagesse recherchée derrière les barbelés des camps de concentration. Que signifie réellement être un homme supérieur ? Pourquoi cette quête a-t-elle fasciné penseurs, guerriers et érudits du monde entier à travers l'histoire ? L'univers a connu d'innombrables levées et couchers de soleil, des civilisations naître et disparaître, des technologies et des cultures évoluer. Pourtant, une quête singulière et inébranlable a résonné à travers les âges, s'insinuant dans la trame de l'histoire, de la culture et de la poursuite individuelle. La quête de devenir un homme supérieur. À première vue, on pourrait penser qu'il s'agit de la prouesse physique, de la force d'Hercule ou de l'agilité d'une panthère. Bien que la physicalité soit un aspect, la véritable essence de l'homme supérieur va bien plus loin. Elle dépasse les cultures, les époques et les ambitions. Elle fusionne le palpable avec l'éthéré, créant un archétype qui est vénéré, respecté et surtout auquel on peut s'identifier. Des parchemins anciens au blog numérique, les plus grands penseurs témoignent du voyage sans fin de l'humanité vers l'amélioration de soi. Ce voyage se définit par les pas, les obstacles franchis et les leçons apprises, non par la destination. C'est l'histoire de la détermination inébranlable de l'humanité à s'élever, non seulement en stature ou en accomplissement, mais aussi en esprit et en caractère. La vertu, excellence morale prisée des Grecs anciens, est capitale dans cette quête. Aristote disait « Nous sommes ce que nous faisons souvent. L'excellence est donc une habitude, pas un acte. » Mais cette habitude ne se développe pas seule. C'est une synthèse de réflexion, de compréhension et d'action. La vertu dépasse la simple liste de bonnes actions. C'est un état d'esprit, une façon d'être. La sagesse, une compréhension profonde et une prise de conscience des personnes, des choses ou des situations, a toujours été précieuse, souvent comparée à la lumière dissipant l'ignorance. Des mystiques méditant dans l'Himalaya aux érudits, débattant sur l'agora d'Athènes, la quête de la sagesse a été aussi variée qu'inlassable. Mais qu'est-ce qu'un homme supérieur ? Est-ce juste une mosaïque de vertu et sagesse ? Peut-être, mais il s'agit aussi de la manière dont on manie ses attributs. Un homme supérieur ne se contente pas d'acquérir des connaissances, il les applique. Il ne se limite pas à avoir des vertus, il vit selon elles. Il n'est pas seulement façonné par ses expériences, il en tire des leçons et s'élève. La beauté de cette quête réside dans son universalité. Quelle que soit l'époque, le désir humain fondamental reste d'évoluer, de s'améliorer et de tendre vers une version supérieure de soi. Il ne s'agit pas seulement de compétences ou de reconnaissance. C'est avoir du caractère, faire preuve de grâce, affronter les défis avec résilience et exercer le pouvoir humblement. Dans l'histoire, ces hommes supérieurs apparaissent comme samouraïs, empereurs romains, penseurs de la Renaissance ou intellectuels du XXe siècle. Leurs origines peuvent différer, leurs défis sont distincts, mais leur quête fondamentale reste interconnectée. Être respecté, atteindre un état d'être élevé, se comprendre soi-même et comprendre le monde en profondeur, et laisser une marque indélébile, non pas par des conquêtes, mais par le caractère. En débutant ce voyage, à travers les enseignements de grands philosophes et auteurs, nous vous invitons à réfléchir, à vous introspecter, et peut-être découvrir l'homme supérieur en vous. Le chemin est intemporel, la quête éternelle, les récompenses inestimables. Rejoignez-nous, alors que nous parcourons le chemin de l'homme supérieur, un voyage à travers les âges, mais intemporel dans son essence. Le fracas rustique de l'acier contre l'acier, l'art méticuleux de la calligraphie, la douce étreinte du réconfort de la nature, tous ces éléments apparemment disparates se réunissent dans la vie d'une figure légendaire, Miyamoto Musashi. Souvent considéré comme le plus grand sabreur du Japon, Miyamoto Musashi était aussi philosophe, stratège et artiste. Sa vie,
Ses leçons et son héritage illustrent la formation d'un homme supérieur. Même à la fin du XVIe siècle, la vie de Miyamoto Musashi était une tapisserie de duels, de voyages et de profondes introspections. Sa renommée dans l'art du sabre ne tenait pas seulement à son habileté inégalée, mais aussi à son approche unique du combat et de la vie. Cette approche est décrite de façon exquise dans son œuvre majeure, le Livre des 5 Anneaux, mais tout aussi éclairant est un autre de ses ouvrages moins connus, le Dokodo, ou la voie de la marche seule. Le Dokodo énonce 21 préceptes, tous des joyaux de sagesse. Distillés, ils mettent en avant l'indépendance, l'acceptation et la simplicité. L'un de ces préceptes exhorte « Ne cherche pas le plaisir pour le plaisir ». Dans un monde de plaisir fugace, Musashi nous invite à dépasser l'hédonisme et à trouver la satisfaction dans la richesse intérieure plutôt qu'extérieure. Il avertit « Ne dépend jamais d'un sentiment partiel ». Musashi insiste ici sur l'importance de s'engager et d'achever les actions avec une concentration et une détermination totale. Ces préceptes, écrits il y a des siècles, restent d'une pertinence intemporelle et rappellent la voie vers la véritable maîtrise. La vie de Musashi incarnait la discipline. Pour lui, la discipline était plus qu'une routine, c'était un mode de vie. Cette discipline dépassait largement le champ de bataille. Qu'il perfectionnait son art du sabre, créait une œuvre ou écrivait ses réflexions, Musashi montrait une concentration et un dévouement quasi surnaturels. Il croyait au Kaizen, principe d'amélioration continue. L'important n'est pas la destination, mais d'apprécier le voyage, en perfectionnant sans cesse ses compétences, son caractère et sa compréhension. Que pouvons-nous, aujourd'hui, apprendre d'un samouraï ayant parcouru la terre il y a plus de 4 siècles ? La vraie maîtrise, qu'il s'agisse d'un métier, d'un art ou de la vie, requiert bien plus que du talent. Elle exige sacrifice, patience et soif d'apprendre. Aujourd'hui, avec de nombreuses distractions et peu de patience, les enseignements de Musashi sont d'autant plus essentiels. À l'ère de la gratification immédiate, la discipline, la concentration et l'amélioration constante semblent presque révolutionnaires. L'un des grands enseignements de l'héritage de Musashi est sa vision holistique de la vie. Il était à la fois guerrier, penseur, créateur et chercheur. Cette intégration des différentes facettes de l'existence illustre l'essence d'un homme supérieur. Il ne s'agit pas d'être le meilleur dans son domaine, mais d'harmoniser les différents aspects de la vie pour atteindre un état d'équilibre, d'épanouissement et d'excellence inégalée. La figure de Musashi, debout seul, maniant 2 sabres, incarne cet équilibre, alliant puissance brute et stratégie raffinée, force physique et acuité mentale. Pour les hommes modernes qui naviguent dans les terrains complexes du monde d'aujourd'hui, cette image sert de rappel puissant. Rappelons que devenir un homme supérieur exige d'harmoniser cœur et esprit, puissance et paix, combat et compassion. Les derniers mots de Musashi dans le Dokado sont « Ne quittez jamais la voie ». C'est un appel à rester ferme dans notre quête d'excellence, à éviter les distractions passagères et à poursuivre le chemin correspondant à notre vrai objectif. La voie peut différer pour chaque individu, mais les principes restent constants. Discipline, concentration et une passion inébranlable pour la maîtrise. En tirant des enseignements de la vie et des préceptes de Musashi, nous nous rappelons que la voie de l'homme supérieur n'est ni facile ni directe. Elle est pleine de défis, tentations et épreuves. Mais c'est précisément ce parcours, avec ses hauts et ses bas, qui façonne un homme ordinaire en une figure de supériorité. Un homme qui, à l'image de Musashi, devient l'incarnation de la stratégie, de la maîtrise et d'une sagesse sublime.
Dans la danse complexe de la vie où les énergies s'entrelacent, une voix émerge, résonnant auprès de nombreux hommes modernes, les guidant à travers les nuances de la masculinité, du but et des dynamiques relationnelles. Cette voix n'est autre que David Deida, un penseur dont les réflexions sur l'essence masculine ont provoqué des révélations chez d'innombrables personnes affrontant les complexités des relations modernes et de l'identité personnelle. Son œuvre majeure, La voix de l'homme supérieur, n'est pas seulement un guide, mais un reflet, un miroir tendu à la société, incitant les hommes à puiser dans leur essence masculine profonde et authentique. Mais quelle est donc cette essence ? Ce n'est pas l'agressivité ni la domination culturelle, mais une énergie essentielle, alliant direction, but et intégrité. C'est la force inébranlable et la présence qu'un homme apporte, non comme oppression, mais comme phare de stabilité et de conscience. Au cœur de sa philosophie se trouve l'idée que chaque individu, quel que soit son genre, porte en lui un mélange d'énergies masculines et féminines. Bien que les deux soient essentielles et précieuses, le travail de David met particulièrement en lumière la lutte de l'homme moderne pour comprendre et canaliser son énergie masculine inhérente dans un monde qui la méconnaît ou la déforme souvent. Cette énergie trouve sa plus haute expression dans la quête d'un but plus profond, un but qui va au-delà des simples gains personnels ou des distinctions sociales. C'est un appel intérieur, un engagement ferme envers une cause, un idéal ou une passion. Pourtant, cette quête de sens est étroitement liée aux dynamiques de complexe entre les hommes et les femmes. Il analyse en détail les défis et la beauté de ces dynamiques, mettant en avant l'attrait de la polarité. Il soutient que plus un homme peut s'ancrer profondément dans son essence masculine, plus il peut naturellement attirer et s'harmoniser avec l'énergie féminine. Il ne s'agit pas seulement de relations amoureuses, c'est une danse plus large des énergies qui se manifestent dans divers aspects de la vie. Dans La voix de l'homme supérieur, il aborde les pièges auxquels les hommes sont souvent confrontés, comme se perdre dans leurs relations ou sacrifier leur but le plus profond pour l'illusion de la sécurité. Selon David, l'homme supérieur ne fuit ni les défis ni l'inconfort. Au contraire, il s'y confronte, utilisant la friction comme un catalyseur de croissance, approfondissant sa présence et affinant sa direction. C'est un voyage qui exige de la vulnérabilité, de l'authenticité et la volonté d'explorer les profondeurs de sa propre psyché. Au-delà des dynamiques relationnelles et du but personnel, son travail touche au domaine du spirituel. Il encourage les hommes à explorer l'ambition, les relations et à plonger dans la conscience. C'est dans cette dimension spirituelle que l'homme supérieur s'ancre, se relie à l'infini et puise la force pour traverser les sables mouvants de la vie. Ici, un homme apprend à être à la fois roc, solide dans ses convictions, et haut, adaptable. Dans un monde aux récits contradictoires sur la masculinité, il propose une vision rafraîchissante et marquante. Cette vision invite les hommes à dépasser la superficialité, à voir au-delà des normes sociales et à incarner leur vraie essence masculine. Ce voyage révèle non seulement un homme qui comprend son but et gère ses relations avec clarté, mais aussi un homme supérieur, ancré dans la conscience, l'intégrité et un engagement ferme envers la croissance. En réfléchissant aux idées de David Deida, nous nous rappelons que le chemin pour devenir un homme supérieur n'est pas celui de l'isolement, mais de la connexion, connexion à soi-même, à sa mission, aux autres et à la vaste et complexe tapisserie de la vie. C'est un voyage qui exige du courage, de l'introspection et une quête incessante de la vérité. Et dans ce voyage, comme il le dit si éloquemment, réside la voix de l'homme supérieur. Au milieu des imposants piliers de Rome et des vastes étendues de son empire, une figure régnait, vêtue non seulement de l'habit d'un empereur, mais aussi du manteau de la philosophie. Marc Aurèle, roi philosophe de Rome, reste un phare unique dans l'histoire,
dirigeant dont la force tenait autant à la grandeur de son empire qu'à la profondeur de ses réflexions. À l'intersection du pouvoir et de l'introspection, sa vie et ses écrits livrent des leçons intemporelles sur le leadership stoïcien et la vertu. Les écrits de Marc Aurèle, notamment son journal Pensée pour moi-même, ne sont ni de grands traités, ni de longues expositions verbeuses. Au contraire, ce sont des réflexions intimes, des murmures venant du cœur de l'un des hommes les plus puissants de l'histoire, aux prises d'ouads avec les mêmes questions, peurs et défis auxquels l'humanité a été confrontée à travers les âges. C'est un témoignage de sa quête de vertu, de compréhension et d'une vie menée avec but et intégrité. Un principe fondamental qui traverse les réflexions de Marc Aurèle est l'appel à la vertu. Pour lui, la vertu n'était pas un mot à la mode, mais le fondement de la vie. Il a écrit « Fais simplement ce qui est juste ». Le reste importe peu. Que tu aies froid, chaud, sois fatigué, reposé, méprisé, honoré, mourant ou occupé ailleurs. Car mourir fait aussi partie de nos tâches. Ici aussi, faire ce qu'il faut. Regarde en toi, ne laisse pas échapper la vraie nature des choses. Une telle simplification venant d'un empereur supervisant une vaste et complexe machine administrative est profonde. Cela dépouille les situations de leur complexité, les ramenant à leur essence, un choix moral où la vertu sert de guide. Le stoïcisme de Marc Aurèle ne portait pas uniquement sur la vertu personnelle. Il était étroitement lié à son rôle de dirigeant. Le leadership, surtout dans les eaux tumultueuses de la politique et des guerres romaines, était une tâche herculéenne, avec une myriade de défis à la fois externes et internes. Ici, les principes stoïciens qu'il a adoptés sont devenus son encre. La philosophie stoïcienne, axée sur la distinction entre ce qui dépend de nous ou non, était sa boussole dans les tempêtes du leadership. Il croyait que, bien que les événements extérieurs, les opinions ou les résultats puissent échapper à notre emprise, nos propres pensées, actions et réactions étaient entièrement de notre ressort. Ce principe stoïcien était résumé dans ces paroles. Tu contrôles ton esprit, pas les événements extérieurs. Prends-en conscience, tu trouveras la force. Cette prise de conscience est transformative. Cela déplace l'attention de l'inquiétude extérieure vers la construction d'une forteresse intérieure. Même si le monde est chaotique, l'esprit peut rester une oasis de calme et de clarté. Ce changement n'encourage ni passivité ni résignation. Au contraire, il incite à s'engager activement, muni de discernement et protégé par l'équanimité. Pour Marc Aurèle, un autre aspect clé du stoïcisme était son universalité. Les principes qu'il prônait n'étaient pas limités au couloir du pouvoir à Rome. Ils étaient, et restent, universellement applicables, que l'on soit empereur ou paysan, général ou poète. Les défis et enjeux changent, mais les principes du stoïcisme restent identiques. Sa façon de diriger était une danse entre l'action et la réflexion, entre exercer le pouvoir et s'en remettre à la sagesse. Dans une réflexion, il dit « La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à l'offenseur ». Ces réflexions illustrent un leadership basé sur la dignité, le respect et la vertu, non sur la vengeance ou le pouvoir. Le monde a connu de nombreux dirigeants, mais peu ont laissé un héritage aussi durable et éclairant que Marc Aurèle. Dans un monde de pouvoir et d'ambition, sa vie prouve que le vrai leadership repose sur la maîtrise de soi, non sur les conquêtes extérieures. En approfondissant l'essence de Marc Aurèle et du stoïcisme, nous découvrons non seulement des enseignements historiques, mais aussi des leçons contemporaines. Dans notre monde moderne, avec ses complexités et ses défis, les principes stoïciens adoptés par Marc Aurèle nous interpellent avec une pertinence renouvelée. Ils nous rappellent qu'au milieu d'un paysage extérieur en perpétuel changement, il existe un domaine intérieur qui attend d'être maîtrisé, un domaine où la vertu est souveraine et la sagesse, la boussole.
Dans les couloirs dorés de la Rome antique, au milieu de l'opulence et de la grandeur, une figure paradoxale est apparue, tissant un récit qui résonnerait à travers les millénaires. Lucius Sénèque, homme d'État, dramaturge et célèbre philosophe stoïcien, se trouvait à l'intersection de la richesse, de la sagesse, du pouvoir et de l'introspection. Sa vie et ses enseignements constituent une exploration profonde de l'équilibre délicat entre l'abondance matérielle et l'illumination philosophique. L'histoire de Sénèque est faite de contrastes. Issu d'une famille romaine éminente, il devint l'un des citoyens les plus riches de Rome et un conseiller proche de Néron. Pourtant, cet homme, entouré de luxe et d'influence politique, était aussi l'un des plus fervents défenseurs du stoïcisme, une philosophie prônant simplicité, endurance et équanimité. Cette dualité, être ancré dans le matériel tout en restant porte-flambeau du stoïcisme, confère une richesse et une authenticité unique aux enseignements de Sénèque. Un thème central qui imprègne les écrits de Sénèque est la relation entre la richesse et la vertu. Pour lui, la richesse en soi n'était ni bonne ni mauvaise. C'était plutôt un outil, une ressource, un moyen d'atteindre un but, mais jamais la fin en soi. Il a un jour déclaré célèbrement : « Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais celui qui désire qui est pauvre. » De telles réflexions, venant d'un homme immensément riche, témoignent d'une grande expérience. Ce ne sont pas de simples réflexions philosophiques, mais des pensées nées de la navigation dans les complexités de l'opulence. L'une de ses leçons les plus durables tourne autour de l'idée de profiter des bénédictions de la vie sans en devenir esclave. N'était pas un ascète. Il ne prêchait pas la renonciation à la richesse ou au plaisir. Au lieu de cela, il prônait une relation consciente avec celle-ci, une consommation réfléchie qui apprécie les luxes sans s'y laisser piéger. Selon lui, l'esclavage se cache sous le marbre et l'or. C'était un rappel avertissant que les chaînes de la dépendance pouvaient très bien être forgées en or. Ce stoïcisme n'appelait pas à l'indifférence, mais menait à la vraie liberté. En maîtrisant ses désirs et en n'étant pas trop attaché aux possessions matérielles, on pouvait réellement en profiter sans la peur constante de les perdre ou la soif insatiable d'en vouloir toujours plus. Une telle attitude demandait une profonde introspection et conscience de soi, qualité que Sénèque voyait comme essentielle à une vie réussie. Sénèque appliquait aussi son point de vue sur la richesse à la générosité et à la responsabilité sociale. Il pensait que la richesse impliquait le devoir d'aider, d'élever et de contribuer. Selon lui, rechercher des plaisirs sans réfléchir trahissait cette responsabilité. Selon lui, la richesse venait surtout d'une bonne utilisation et répartition des ressources, pas seulement de leur accumulation. Cependant, au-delà des dimensions tangibles de la richesse, les enseignements de Sénèque plongent profondément dans les richesses de l'esprit et de l'âme. Pour lui, la vraie richesse était la sagesse, savoir discerner, comprendre et traverser les épreuves de la vie avec grâce et sérénité. Cette quête de sagesse n'était pas une entreprise passive. C'était une quête constante qui demandait souvent de remettre en cause les normes sociales, ses propres convictions, et parfois d'aller à contre-courant. Dans un monde où le succès est souvent matériel, un rappel intemporel subsiste. Que le vrai succès et la richesse dépassent le matériel. Elle prend racine dans la profondeur du caractère, l'étendue de la compréhension et la qualité des actions. En examinant la vie et les enseignements de Sénèque, nous sommes invités à réfléchir à notre propre relation avec la richesse et la sagesse. À l'ère moderne, où le matérialisme domine, les principes stoïciens de Sénèque nous interpellent clairement. Ils nous exhortent à trouver un équilibre, à profiter des bienfaits de la vie, sans en devenir prisonniers, et à rechercher sans cesse une richesse à la fois profonde et durable, une richesse qui allie l'or de l'abondance matérielle au diamant de la sagesse. Les vastes paysages de la pensée philosophique sont jalonnés de figures imposantes, mais rares sont celles qui se dressent avec autant de défis et de provocations que Friedrich Nietzsche.
Avec des intuitions perçantes et une rhétorique à la fois déroutante et fascinante, Friedrich Nietzsche a tracé une voie qui appelait les courageux et les audacieux. Au cœur de sa philosophie résonnait un appel clair à l'humanité, se lever, se transcender et embrasser le potentiel du surhomme. Son univers était fait de transformations et de bouleversements. Les anciens ordres s'effondraient, les certitudes rassurantes de la religion et de la tradition étaient remises en question, et l'humanité se retrouvait au bord d'une incertitude existentielle. Après ce maelstrom, la voix de Nietzsche émergea, non pas comme un baume apaisant, mais comme un défi farouche. Il voyait un monde enlisé dans ce qu'il appelait la morale d'esclave, un ensemble de valeurs issues de la faiblesse et qui célébraient la médiocrité. Dans ce contexte, il voyait naître de nouvelles valeurs, issues de la volonté et de la passion individuelle, non dictées par des divinités ou la société. Et est mort, Dieu reste mort, et nous l'avons tué, déclara-t-il, résumant ainsi le bouleversement des paradigmes sociaux. Ce n'était pas un désespoir, mais une invitation à l'humanité à se dépasser et à créer de nouvelles valeurs, reflétant la complexité et les possibles de l'existence humaine. La responsabilité incombait désormais à l'homme de devenir le créateur, le sculpteur de sa propre destinée et de ses propres valeurs. Au cœur de cette vision transformatrice se trouvait le concept de l'Ubermensch, souvent traduit par le surhomme ou le Superman. Mais qui ou que représentait cet Ubermensch ? Il ne s'agissait pas d'un être doté d'une force physique ou d'une supériorité superficielle, mais d'un individu ayant transcendé les valeurs traditionnelles, les normes sociales et le poids du nihilisme existentiel. Cet Ubermensch était un phare du dépassement de soi, un symbole de ce à quoi l'humanité pouvait aspirer dans sa forme la plus élevée. Pour lui, les défis de la vie étaient des catalyseurs, non des obstacles. Chaque défi, chaque tribulation était une occasion de se dépasser, de grandir, de se métamorphoser. Tout comme le processus alchimique transforme le plomb en or, il croyait qu'affronter et embrasser les défis de la vie avait le pouvoir d'élever un individu, le façonnant en une version supérieure de lui-même. Cependant, ce voyage vers le surhomme n'était pas aisé. C'était un chemin semé de périls et d'incertitudes. Cela exigeait de l'individu qu'il embrasse la volonté de puissance, qu'il affronte ses peurs les plus profondes, qu'il brise ses propres limites et qu'il s'efforce continuellement d'atteindre un état d'être supérieur. Il fallait admettre que la vie ne visait pas le confort ou l'absence de douleur, mais la croissance et la transcendance. Les épreuves étaient donc des étapes clés du parcours, non de simples obstacles. Il a proclamé « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Dans cette déclaration réside l'essence de sa philosophie. C'est une célébration de la résilience, du courage et d'une volonté inébranlable de surmonter le financement. Dans un monde qui recherche souvent la sécurité, sa philosophie résonne comme un gong puissant, nous incitant non seulement à affronter les défis, mais aussi à les savourer. Car dans chaque défi réside la graine de la transformation, une opportunité de se rapprocher un peu plus de l'idéal du surhomme. C'est un appel à se libérer des chaînes de la morale et des attentes sociales, à tracer sa voie et à embrasser l'incertitude glorieuse de l'existence. En nous plongeant dans les profondes réflexions de Nietzsche, nous sommes rappelés de l'immense potentiel qui réside en chacun de nous, le potentiel de nous redéfinir, de façonner notre destin et de nous élever au-dessus de l'ordinaire. La voie du surhomme n'est pas réservée à une élite. Elle nous appelle à défier, questionner et transcender. Dans la danse de l'existence, entre défi et triomphe, la philosophie de Nietzsche reste un témoignage intemporel de l'esprit indomptable humain. C'est une invitation à regarder au-delà, rêver avec audace et avancer avec un cœur de lion, toujours avide et assoiffé, cherchant les sommets du surhomme. Dans l'épreuve, dans l'ombre des barbelés et sous le regard vigilant des gardes nazis, au milieu des horreurs indescriptibles des camps de concentration, une lueur d'espoir et de résilience a émergé.
Le docteur Viktor Frankl, un psychiatre, neurologue et survivant de l'Holocauste, incarne l'esprit humain indomptable, en quête de sens, même plongé dans la souffrance. L'œuvre majeure de Frankl, Découvrir un sens à sa vie, n'est pas seulement un mémoire, c'est une exploration philosophique, un traité psychologique, et surtout, un guide pour trouver la lumière dans les moments les plus sombres. Les lecteurs parcourent les paysages glaçants d'Auschwitz et de Dachau. Au-delà des atrocités extérieures, ils découvrent les combats intérieurs de l'esprit des détenus, d'une toute autre nature. Sa philosophie repose sur la logothérapie, une analyse existentielle affirmant que la motivation principale de l'humain n'est pas le plaisir, comme le pensait Freud, mais la recherche de sens. Même dans les conditions les plus dures, entouré par la mort et privé de liberté, Frankl a observé que ceux qui parvenaient à trouver un sens, même dans les plus petits instants ou dans les tâches les plus banales, faisaient preuve d'une résilience qui défiait souvent toute explication logique. Il a écrit « Tout peut être retiré à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude quelles que soient les circonstances, de choisir sa propre voie. » Dans l'environnement brutal des camps de concentration, où chaque aspect de l'existence était réglementé et restreint, cette prise de conscience était révolutionnaire. Cela soulignait l'idée que, même si les circonstances extérieures peuvent échapper à notre contrôle, notre réponse intérieure, le récit que nous construisons, demeure un bastion de liberté. L'un des moments les plus poignants de la recherche de sens de l'homme est la réflexion de Frankl sur la façon dont, au milieu de la misère et de la dégradation, il pensait souvent à sa femme et à leur amour, un amour qui transcendait les limites du camp et lui offrait un sanctuaire de réconfort et de sens. Cette prise de conscience que l'amour pouvait servir de source de sens même lorsqu'on était privé de tout le reste est devenue une pierre angulaire de l'approche thérapeutique de Frankl. Mais les réflexions de Frankl dépassent l'individu. Il applique sa philosophie à une sphère sociale plus vaste. Dans un monde qui se remet de la guerre et qui lutte avec des questions existentielles, son affirmation était claire. La vie n'est pas principalement une quête de plaisir selon Freud, ni de pouvoir selon Alfred Adler, mais de sens. Frankl et ses compagnons faisaient face à des défis extrêmes, presque inconcevables. Ces expériences et réflexions résonnent universellement. Chaque individu, à un moment donné, est confronté à des défis, fait face à l'adversité et lutte contre la souffrance. Même si l'ampleur et la nature de ces épreuves varient, la crise existentielle, la quête de sens dans le chaos, reste une expérience humaine commune. En nous engageant avec ces réflexions profondes, nous sommes amenés à réfléchir sur nos propres vies, nos propres défis et nos propres quêtes de sens. Dans un monde qui semble souvent fragmenté, où le désespoir plane et où les incertitudes abondent, la philosophie de Frankl offre un phare, un rappel que le sens peut être forgé, que l'on peut trouver un but, et que même dans les circonstances les plus désespérées, l'esprit humain peut non seulement endurer, mais aussi s'épanouir. L'héritage de Viktor Frankl témoigne de la résilience de la psyché humaine. C'est un appel clair à plonger en soi, à chercher un but et à s'ancrer dans la quête de sens. Car comme le dit si éloquemment Frankl, d'une certaine manière, la souffrance cesse d'être une souffrance au moment où elle trouve un sens. Dans la tapisserie complexe de la psyché humaine, où les rêves se mêlent à la réalité, où les archétypes dansent avec les pensées conscientes, les profondes intuitions de Carl Gustav Jung trouvent leur toile. Pionnier de la psychologie des profondeurs, Jung a exploré des domaines souvent laissés inexplorés, éclairant les recoins les plus sombres et les panoramas les plus lumineux de l'esprit humain. Au cœur de ces explorations se trouvait un concept à la fois fascinant et complexe, l'ombre. L'ombre, dans la psychologie jungienne, n'est pas simplement l'absence de lumière ou un simple reflet. Elle symbolise
ce qui est caché ou refoulé, les aspects de nous que nous nions ou ignorons. Cela peut concerner nos peurs, désirs, regrets, ou tout ce qui ne correspond pas à l'image consciente de nous-mêmes ou aux attentes sociales. Ils agissent dans l'inconscient, influençant nos comportements, réactions et choix, sans que nous en soyons vraiment conscients. Mais pourquoi devrait-on affronter cette ombre ? Pourquoi ne pas laisser les démons endormis tranquilles ? À cela, il offre une réflexion profonde. En reconnaissant, en affrontant et en intégrant l'ombre, on s'engage dans un voyage vers la réalisation de soi, vers l'individuation. Ce processus d'individuation ne consiste pas à atteindre la perfection ou un état idéalisé, mais à embrasser et intégrer les multiples facettes de soi-même, afin d'atteindre une harmonie intérieure. Il croyait que confronter l'ombre n'était ni facile ni simple. Cela nécessitait de l'introspection, du courage, et souvent une descente dans les profondeurs de sa propre psyché, un voyage personnel à travers la nuit de l'âme. Pourtant, cette confrontation était cruciale. Comme il l'a dit, on ne s'éclaire pas en imaginant la lumière, mais en rendant l'obscurité consciente. Reconnaître et intégrer l'ombre permet de comprendre ses motivations cachées et d'accéder à une source de créativité, de force et de vitalité. Cependant, cette intégration n'est pas une complaisance envers ses penchants les plus sombres. Au contraire, il s'agit de les comprendre, de leur donner une voix, puis de trouver un équilibre. Dans cet exercice d'équilibre, l'ombre ne domine pas et n'engloutit pas le moi conscient. Au contraire, elle s'y fond, créant une conscience de soi plus riche et nuancée. Ce voyage d'intégration de l'ombre montre que devenir un homme supérieur ne consiste pas à réprimer une part de soi, mais à parvenir à une intégration harmonieuse. Selon Jung, l'homme supérieur n'est pas un modèle de vertu sociale, mais quelqu'un qui a uni ses sphères conscientes et inconscientes. C'est un homme qui, en comprenant ses zones d'ombre, projette une lumière plus vive et plus authentique. Sa philosophie, bien que fondée sur des concepts psychologiques non complexes, propose des perspectives pratiques pour l'individu moderne. À une époque où les masques sociaux éclipsent souvent l'authenticité de soi, où les identités numériques peuvent être façonnées pour refléter les idéaux de la société, l'appel à reconnaître et à intégrer l'ombre devient d'autant plus pertinent. C'est une invitation à l'authenticité, à la profondeur et à mieux se comprendre. En réfléchissant aux enseignements de Jung, nous sommes rappelés à la complexité et au potentiel profond qui résident en chacun de nous. Les ombres, bien que difficiles, ne sont pas des adversaires. Ce sont des portes vers une compréhension plus profonde, une plus grande authenticité et un sens de soi plus holistique. En embrassant et en intégrant ces ombres, on ne fait pas que naviguer les défis de la vie avec une plus grande conscience, mais on avance aussi sur le chemin de l'homme supérieur. Un chemin non pas de perfection, mais de plénitude profondément intégrée. Dans le tumulte qui a suivi la Seconde Guerre mondiale, alors que le monde tentait de recoller les morceaux de sa psyché fragmentée, une voix s'est élevée des ruines, exprimant la profonde dissonance et la désillusion d'une époque. Albert Camus, philosophe, romancier et dramaturge français né en Algérie, est devenu une figure clé de l'existentialisme, mouvement questionnant les complexités et ambiguïtés de l'existence humaine. Et pourtant, Camus, avec sa perspective singulière et son indépendance farouche, a souvent résisté à l'étiquette d'existentialiste, traçant sa propre voie philosophique centrée sur l'idée de l'absurde. Au cœur de la philosophie de Camus se trouve une exploration de l'absurde, ce profond affrontement entre la quête innée de sens de l'humanité et l'univers silencieux et indifférent qui, apparemment, n'en offre aucun. C'est une confrontation avec le cosmos inconnu, où nos appels à un but rencontrent le silence et notre quête de clarté fait face à l'énigme. Il n'y a qu'un seul problème philosophique vraiment sérieux, écrivait Camus, et c'est le suicide. Cette affirmation n'était pas un clin d'œil au nihilisme, mais une interrogation. Si le monde paraît dénué de sens, la vie mérite-t-elle toujours d'être vécue ?
L'essai d'Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, explore symboliquement ce dilemme. Dans le conte grec, Sisyphe est condamné par les dieux à pousser éternellement un rocher en haut d'une colline, qui redescend chaque fois qu'il atteint presque le sommet. Pour beaucoup, cela pourrait sembler être l'ultime représentation de l'inutilité. Camus voyait pourtant Sisyphe comme un héros et un rebelle. À ce moment, quand Sisyphe redescend la colline pour reprendre sa tâche, Camus voyait un homme qui, malgré l'absurdité de sa mission, l'accepte avec passion, défi et lucidité. C'est dans ce geste répété et l'affrontement conscient de l'absurde que Sisyphe découvre liberté et, paradoxalement, bonheur. Pourtant, l'exploration de l'absurde par Camus ne s'est pas arrêtée avec Sisyphe. Dans L'Étranger, il relate l'histoire de Meursault, un homme confronté à l'absurdité de la vie et à l'indifférence de l'univers après un acte de violence insensé. L'aliénation de Meursault, sa confrontation avec les absurdités des conventions sociales et l'absence de sens de l'existence devient un miroir pour le lecteur, l'obligeant à une profonde introspection. Pour Camus, reconnaître l'absurde n'était pas une fin, mais un commencement. C'était un appel à la révolte. Une révolte contre le désespoir, contre la complaisance, contre l'idée même que l'absence de sens inhérent à la vie la rende futile. Au contraire, dans ce vide, Camus voyait un potentiel. Embrasser l'absurde, c'est affirmer un choix conscient de vivre avec passion, authenticité et fidélité à ses vérités. Au centre de cette philosophie, Camus croyait fermement à la valeur intrinsèque de la vie. Même sans but prédestiné, la vie gardait une valeur inestimable par ses joies, peines et complexités. Cette conviction s'étendait à la profonde solidarité de Camus envers l'humanité. Face à un cosmos indifférent, les humains étaient les gardiens les uns des autres, unis par des expériences et luttes partagées, et un voyage commun à travers l'absurde. Les leçons de la philosophie de Camus sont exigeantes et libératrices. Elles nous forcent à affronter nos peurs, à remettre en cause les normes sociales et à lutter contre les incertitudes de l'existence. C'est justement dans l'acceptation de l'absurde que réside le chemin vers la liberté et une vie authentique. Ce voyage vise à créer notre propre sens et à construire nos vérités personnelles, plutôt qu'à chercher un sens ou des vérités universelles. En explorant davantage l'univers de Camus et de l'absurde, nous sommes rappelés à la résilience, la défiance et la passion qui caractérisent l'esprit humain. Dans un univers qui peut ne proposer aucune réponse, Camus nous invite à créer les nôtres, à nous rebeller contre le désespoir et à trouver, au cœur même de l'absurde, une vie débordante de sens, de passion et de liens profonds. Alors que nous avons parcouru les domaines de la philosophie, suivant les traces tracées par des figures illustres comme Musashi, Aurelius, Sénèque, Nietzsche, Frankl, Jung et Camus, nous avons eu accès à une richesse d'enseignements qui invite l'esprit à s'élever vers le domaine de l'homme supérieur. Sans application concrète, l'illumination philosophique reste une lueur vacillante dans l'immensité de la vie. Alors, comment incarner ces enseignements profonds dans l'existence quotidienne ? Suivons une voie pratique, inspirée par la sagesse de ces grands penseurs. Premièrement, adoptez l'apprentissage continu, inspiré par Musashi. Atteignez la maîtrise dans votre domaine choisi. À l'image d'un samouraï, lisez, entraînez-vous, discutez et entretenez toujours votre curiosité. Qu'il s'agisse d'un métier, d'un loisir ou d'un nouvel intérêt, investissez-vous avec l'enthousiasme d'un apprenant perpétuel. 2. Votre énergie intérieure. Reconnaissez le dynamisme en vous. Développez la conscience de soi et exploitez vos énergies masculines et féminines de façon appropriée. Il faut savoir être affirmé, parfois réceptif et toujours authentique.
3. Résilience stoïque d'Aurelius et de Sénèque. La vie présentera des défis. Au lieu de les déplorer, accueille-les comme des enseignants. Comprends ce qui est sous ton contrôle. Focalise-toi et accepte ce qui t'échappe. Apprécie les bénédictions sans être esclave du désir d'en vouloir plus. « 4. Affronte ton ombre, guidé par Jung. Pratique l'introspection. Reconnais les aspects de toi-même que tu as réprimés ou niés. Accepte-les, intègre-les, et ce faisant, atteins une harmonie complète. 5. Trace ton propre chemin. Dans un monde où tant de voix imposent leurs normes, ose écouter la tienne. Apprécie la sagesse collective sans te laisser enchaîner par le conformisme. Fais confiance à ton intuition et suis ton propre chemin. 6. Cherche le sens, même dans l'adversité selon Frankl. La vie est parfois imprévisible et cruelle. Pourtant, même dans les moments les plus sombres, cherche un sens. On le trouve dans l'amour, la satisfaction d'un travail accompli ou le plaisir d'un lever de soleil. 7. Embrasse l'absurde, avec Camus. La vie n'aura pas toujours de sens, et c'est normal. Plutôt que de chercher des validations ou des vérités universelles, crée ton propre sens. Résiste au désespoir, et dans l'absurde, trouve passion et raison d'être. En combinant ces idées, traçons une feuille de route concrète. Méditation et réflexion quotidienne. Commencez votre journée par un moment de calme. Réfléchissez à vos actions, à vos aspirations et aux leçons que ces philosophes offrent. Faites-en un rituel qui vous ancre. Tenez un journal de votre parcours. Écrivez sur vos défis, vos moments d'illumination et votre croissance personnelle. C'est un miroir de votre âme et un témoignage de votre évolution. Consacrez chaque semaine du temps à l'apprentissage, que ce soit par la lecture, des ateliers ou des discussions enrichissantes. Service. Vous vous souvenez de la quête de sens de Frankl et de l'accent mis par Camus sur la solidarité ? Intégrez le service dans votre vie. Aidez, faites du bénévolat, faites une différence. Cela vous relie à un but plus grand que vous-même. Engagez-vous dans les arts. Que ce soit la peinture, la musique ou toute autre forme d'art, laissez-les être votre portail pour affronter et intégrer votre part d'ombre, comme le recommandait Jung. L'activité physique, qu'il s'agisse des arts martiaux comme Miyamoto Musashi ou d'exercices quotidiens, doit refléter discipline, concentration et quête d'amélioration. Dialoguez, débattez, partagez vos idées, sentiments et parcours. C'est thérapeutique et ouvre de nouvelles perspectives. Mettez-vous régulièrement au défi. Sortez de votre zone de confort. Lancez-vous dans un nouveau projet. Voyagez dans un endroit inconnu ou apprenez une nouvelle compétence. Cela incarne l'essence de l'appel de Nietzsche à embrasser les défis. Pratiquez la gratitude chaque jour. Réfléchissez à au moins 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Clin d'œil aux enseignements de Sénèque, qui prônait d'apprécier la vie sans en devenir esclave. En essence, le chemin pour devenir l'homme supérieur ne consiste pas à atteindre une destination. C'est un processus constant de découverte, de croissance et d'évolution. Il s'agit d'incarner les enseignements de ces grands philosophes, non seulement dans des contemplations profondes, mais aussi dans les actions du quotidien. Car c'est dans la trame des routines quotidiennes, dans les choix que nous faisons et dans les défis que nous relevons, que se trouve le chemin vers la véritable supériorité. Alors que nous concluons cette exploration, que cela ne soit pas une fin, mais un commencement, un point de départ pour chaque spectateur afin d'entreprendre son propre voyage, un voyage de découverte de soi, où les contours de sa propre essence sont tracés et compris, un voyage d'amélioration de soi, où l'on comble l'écart entre son potentiel et la réalité, et un voyage de maîtrise, où les compétences, les vertus et les connaissances sont affinées jusqu'à leur sommet. Dans cette odyssée, la destination est un horizon toujours changeant.
C'est un appel à persévérer et à embrasser le voyage pour devenir un homme supérieur. Laisse la sagesse des âges être ton guide, les expériences de la vie être ton professeur, et le feu de la passion être ton carburant.